On va commencer par se rafraîchir la mémoire concernant ce qui a déjà été dit en discutant du thème du fou. Je vous décrivais un point de vue, celui du fou, selon lequel non seulement nos institutions sociales, mais aussi toutes les formations du monde naturel sont vues comme des jeux. Soyez prudents avec le mot jeu, il ne veut pas dire comme des trivialités. Car quand on dit ce n'est qu'un jeu, cela veut souvent dire c'est trivial. Il peut y avoir en fait des jeux importants. Lorsqu'on joue du piano ou d'autres instruments musicaux, on n'est pas forcément en train de faire quelque chose de frivole, mais on est bien en train de jouer quand même. Et il y a un élément dans tout jeu qui, alors que pas sérieux, peut être sincère. J'ai essayé de vous donner l'image de la multiplicité des formes naturelles, d'un côté, et de l'autre côté des institutions sociales humaines et de toutes les choses qu'on fait, qu'on considère comme importantes et dont on s'occupe en tant qu'êtres humains. J'ai essayé de vous donner le point de vue selon lequel celles-ci peuvent être vues comme des jeux, comme des choses faites tout simplement pour elles-mêmes, et sans aucune arrière-pensée. Et donc, ces jeux sont, d'une certaine manière, le mieux joués précisément quand ils sont joués comme des jeux. Il n'est pas trop problématique que les gens les prennent au sérieux, sauf qu'ils sont un peu privés. Il leur manque quelque chose. Et quand le fou voit une personne qui prend sa vie au sérieux, se croyant extrêmement importante, il trouve ça plutôt amusant, et il est enclin à rire un peu. Et il sait bien que l'intensité même du sérieux auquel les individus concernés prennent ces jeux sera une sorte d'entrave à l'éclat de rire subséquent, quand il verra que ce n'était pas sérieux après tout. Vous voyez ça? On pourrait dire qu'il existe certaines classes de personnes. Il y a les gens très far out et les gens très far in. D'habitude, on dit que quelqu'un est très far out lorsqu'il est excentrique, lorsqu'il est très peu conventionnel. Mais j'aimerais que vous inversiez cette image et que vous voyiez la personne conventionnelle, la personne moyenne, comme quelqu'un de très far out. C'est-à-dire que cet individu est tellement impliqué dans la gravité du jeu auquel il joue qu'il est perdu. Et il ne sait plus d'où il est parti et il pense qu'il est bien là. Mais il est complètement perdu. Parce qu'en réalité, sous la couverture de son assurance, de son statut, de sa position dans la société, c'est une personne très anxieuse. J'ai beaucoup parlé hier de la manière dont notre société montre l'anxiété, parce qu'elle ne peut pas permettre l'existence de personnes qui n'y appartiennent pas. Elle ne peut pas vraiment permettre la critique que constitue le rire. Elle ne peut pas permettre l'existence du fou du roi d'autrefois. Parce que ces gens sont tellement farfelus, et ils sont si impliqués. Mais en ce qui concerne le fou, il ne condamne pas de telles personnes. Il les félicite plutôt de leur héroïsme, de s'être perdus à ce point-là. Mais afin d'empêcher les gens far out de perdre la tête, il doit y avoir les gens far in. Et les gens far in sont ceux qui gardent le contact avec ce qui se passe en coulisses. Et ils sont comme le souffleur dans le théâtre, où il y a les acteurs en scène comptant sur leur mémoire, et ils sont censés se plonger complètement dans la pièce de théâtre, mais il y a un souffleur caché, avec un scénario devant lui. Et ce souffleur est le lien entre l'acteur en scène et le foyer des artistes derrière la scène. Et vous voyez, dans cette analogie dramatique de l'univers, le foyer des artistes est en fait le point central, le point immobile du monde en rotation. Le foyer, c'est ce qu'est Dieu lorsqu'il est rentré à la maison, n'étant plus impliqué dans tous ces jeux, et ayant enlevé son masque, conformément à la théorie hindoue que tout le monde est réellement un masque de Dieu. C'est comme cette ligne merveilleuse d'un poème de Chesterton. Et voici que dans les rues, chaque geste semble immense, quand se déplacent en étrange démocratie les millions de masques de Dieu. Les millions de masques du fou, parce que le fou est le joueur des tours qui, au bout du compte, se joue le grand tour à lui-même. Et donc, il ne peut pas y avoir de ressentiment. Il n'y a personne à blâmer, vers qui on peut se tourner et dire « Toi, sale enfoiré, c'est toi qui m'as fait ça !» Parce qu'en réalité, c'est toujours toi qui en es responsable. Alors, c'est ce souffleur qui maintient l'acteur sur scène
en contact avec le foyer des artistes. Il y a donc dans le monde certaines personnes qui sont en quelque sorte un sacerdoce, mais les sacerdoces risquent de devenir corrompus et rigides. Ce sont des gens qui sont au courant. Il doit toujours y avoir quelqu'un qui est au courant afin que la roue de la société, la roue de l'existence, de la foire d'empoigne puisse avoir un axe ferme. Et au centre doivent être les gens foreign. Voilà le domaine des fous. Alors, ayant développé ce côté du fou, la personne qui reconnaît les institutions sociales comme des jeux, pendant la deuxième session, j'ai continué en discutant d'un autre aspect du fou, en tant que l'homme rusé, en comparaison avec le moine, le fakiya et le yogi. Ces trois entreprennent, de différentes façons, des disciplines qui sont censées les libérer de leur karma. L'individu défie donc son implication, ses attachements, ses limitations, sa finitude et s'efforce de les surmonter. Mais dans chacun de ces trois cas, l'individu provoque une immense opposition, car il signifie un avis au diable, ou devrais-je dire à ses créanciers karmiques, de son intention de quitter la ville. Et donc, tous ces créanciers se précipitent vers sa porte, tous ses péchés passés le rattrapent, et le diable lui tend des pièges d'autant plus soigneusement. Alors, l'homme rusé est celui qui, en quittant la ville, s'en va instantanément, et sans annonce préalable. Et de cette façon, on pourrait dire qu'il y a une manière rusée de devenir un Bouddha. C'est d'en devenir un instantanément, sans aucune préparation et aucun avertissement. C'est pourquoi le zen est appelé l'école soudaine, et le satori est un éveil soudain. Car ça doit être fait sans le moindre avertissement. Alors ensuite j'ai fait remarquer qu'au moment où vous avez la moindre intention de faire ça, vous avez déjà cessé d'être soudain. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous mettez à chercher une réalisation spirituelle, par exemple devenir un Bouddha, atteindre l'illumination, vous libérer, bref, enfin y parvenir, vous avez déjà signifié un avis à vos créanciers. Et donc vous découvrez que, d'une façon ou d'une autre, vous devez le faire sans en avoir l'intention. Et cela, c'est une double contrainte. Une double contrainte que vous vous imposez lorsque vous dites « Il faut que je trouve une manière de faire ceci spontanément ». Voilà la double contrainte classique. Il faut que vous soyez spontané. On vous commande, ou vous vous commandez à vous-même, de faire quelque chose qui n'est acceptable que si ça se fait spontanément. Et puis, après y avoir réfléchi un peu, vous vous dites « Tiens, quel pétrin ! Me voici disant « Je dois être surpris, et donc je vais prévoir de me prendre au dépourvu. » Et en poursuivant le problème de cette façon, vous découvrez naturellement que c'est impossible. Vous n'êtes pas capable de vous surprendre délibérément, bien qu'il le faille. Et alors, vous parvenez donc à un état de paralysie totale. Vous êtes coincé. La seule chose qu'il faut absolument faire ne peut pas être faite. Effectivement, elle doit être faite si vous en êtes bien sérieux. Vous voulez sortir du piège. Mais vous ne pouvez rien y faire, que ce soit activement ou passivement. Mais quand vous commencez à voir ce que vous faites déjà tout le temps, vous constatez un fait bien bizarre. C'est que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être spontané. Si je vous dis bonjour et que vous répondez bonjour, c'est quoi ça? Avez-vous pensé à cette réponse d'avance? Avez-vous planifié la pousse de vos cheveux? Est-ce que vous avez décidé d'avoir les yeux bleus ou bien de respirer? Tout cela est-il planifié, ainsi que votre battement de cœur? Et même votre pensée, même si elle est bloquée, même si vous vous sentez déboussolé ou désorienté. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe là? Voyez-vous, vous ne pouvez pas l'arrêter. Je vous rappelle que nous parlions hier de l'exercice de rappel de soi de Gurdjieff, la tentative de vivre complètement dans le moment présent. En fait, non seulement c'est une idée de Gurdjieff, c'est bien une très ancienne discipline dans le yoga et le bouddhisme,
d'être entièrement ici et maintenant. Mais, bien sûr, au fur et à mesure, vous découvrez que vous n'en êtes pas capable. Après tout, vous ne pourriez pas aller faire les courses sans avoir fait de plan et avoir réfléchi à l'avenir. Vous ne pourriez même pas bouger. Mais ensuite, vous trouvez, en fin de compte, qu'il n'y a rien d'autre auquel vous puissiez penser que le moment présent. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Car même quand vous faites des projets pour l'avenir ou quand vous vous souvenez du passé, vous faites tout cela dans l'instant présent. Votre mémoire est une activité qui se déroule dans le présent. Enfin, vous ne pouvez pas ne pas être présent. Et lorsque vous voyez cela, il ne vous reste plus qu'à rire. Alors, j'aimerais développer plus profondément quelque chose que je n'ai abordé que très brièvement hier après-midi, quand nous discutions de l'anxiété, du rire et du rapport entre les deux. J'ai suggéré que l'anxiété et le rire sont en fait le même phénomène, mais vus depuis différents points de vue. Comme on le sait tous, on peut avoir des frissons d'horreur, des frissons de joie, des larmes de chagrin et des larmes de joie. Et ce sont les mêmes frissons et les mêmes larmes dans les deux cas, mais ils n'ont pas la même signification. Or, la vie, c'est l'oscillation, la vibration. C'est d'un bout à l'autre et de haut en bas. La question, c'est comment est-ce que vous allez interpréter ça? Est-ce que c'est trembler, trembler, trembler ou rire, rire, rire? Voilà la question. Et le rôle du fou, c'est qu'il apparaît au point où l'interprétation tremblement devient l'interprétation rire. Nous parlions de moines qui gardaient des crânes dans leur chambre pour leur rappeler la mortalité. Et nous considérons les crânes comme sinistres. Il y a un poème de Chesterton sur les crânes. Les insectes et les oiseaux chantants ne sont pas plus joyeux que moi. Me voici parmi les fleurs, riant éternellement. Non, il se pourrait bien que je ne raconte pas les meilleures histoires, mais j'aurais dû me douter que la mort n'était que la plaisanterie du bon roi. Elle était si bien cachée. Alors, vous pouvez voir le crâne non comme quelque chose de sinistre, mais comme quelque chose qui rit. C'est tout ce qu'il reste d'un être humain quand la surface est enlevée, et rien que cet os merveilleux ne reste. Il rit. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tout ça signifie? Nous avons discuté du problème du zèbre, s'il s'agissait d'un cheval blanc à rayures noires ou d'un cheval noir à rayures blanches. Et bien sûr, on peut le voir des deux points de vue. Et on peut se disputer jusqu'au jugement dernier pour savoir qui a raison. Et supposons qu'un cheval noir est un mauvais présage, bien qu'il ait des rayures blanches, et que le cheval blanc est un bon présage, bien qu'il ait des rayures noires. Voilà notre problème éternel. Nous sommes dans l'état de conscience égocentrique, fermement convaincus que la mort est une menace. Nous en sommes tellement persuadés, alors qu'il y a ceux qui vont peut-être dire « Eh bien, ce n'est pas de la mort que j'ai peur, c'est plutôt de mourir d'une façon désagréable. » Néanmoins, presque tous les moralistes et ceux qui réfléchissent beaucoup à l'éthique, quelles que soient leurs différences d'opinion, semblent être d'accord que la survie est une bonne chose, d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas dans le corps. Même ceux qui pensent qu'il vaut mieux être mort que d'être rouge croient fermement que c'est vrai parce qu'ils croient à l'au-delà, où ils seront récompensés pour s'être battus si courageusement contre le mal. Vous voyez ça? Donc c'est toujours une insistance sur la valeur de la survie. Et on s'accroche tous à cette idée de la survie avec une énorme passion. Mais nous avons tous été dupés. Parce que la survie est un idéal important seulement tant que l'horreur de la mort vous effraie, et que vous craignez que le monde disparaisse entièrement, et que votre propre mort en ce qui vous concerne soit la vraie fin du spectacle. Voilà ce qui nous gêne. C'est bien beau de rationaliser et de dire «
Non, en fait, ce n'est pas la mort que je crains, mais les souffrances de la mort. Une réflexion approfondie sur le problème se fait en plusieurs étapes. La première étape, ce sont les horreurs de la nuit sans fin, de la notion que notre vie, ou bien celle du cosmos entier, ne serait rien d'autre qu'un flash. Et en dehors de ça, rien, absolument rien dans toutes les directions. Prenons par exemple l'idée en physique que l'univers serait en train de se réduire et que toute énergie cherche un état stable. Pour illustrer ce que ça veut dire, supposons que j'ai ici un pot de poivre noir et un pot de sel blanc, et que je les déverse ensemble dans un troisième pot, l'un et puis l'autre. Au début, je peux voir le poivre noir et le sel blanc plutôt bien délimités. Mais si je me mets à secouer le pot, le blanc et le noir vont se mélanger lentement, se réduisant en une nuance de gris qui ne pourrait plus jamais se séparer en noir et blanc. Et de la même façon, on dit que l'univers tend à un état stable, à se réduire et à devenir de plus en plus simple, jusqu'à parvenir à sa fin. Et personne ne sait comment tout ça pourrait jamais recommencer. Mais moi, je sens d'une manière intuitive que ce qui arrive une fois peut arriver encore. Si cet univers a bien commencé par, disons, une explosion colossale qui a mis en mouvement toutes les galaxies, ce qui avait existé avant cette explosion doit sûrement ressembler à l'état stable vers lequel on se dirige maintenant. Et si ça a fait un bang une fois, il n'y a absolument rien qui l'empêche de faire un bang encore une fois. Je suppose qu'il y a différents tempéraments en logique. Moi, j'ai un tempérament selon lequel il me semble absolument élémentaire que ce qui se produit une fois peut se reproduire. Mais il y a bien ceux qui chérissent tellement l'unique qu'ils peuvent concevoir l'idée qu'il est possible que quelque chose ne se passe qu'une seule fois. Mais reconnaissez que ce qui ne se passe qu'une seule fois ne se passe pas du tout. Et si un son ne consistait qu'en une seule vibration, où est la crête d'une vague sans le creux? Pouvez-vous concevoir cela? Ça, c'est le même koan que « Quel est le son d'une seule main ?» Voyez-vous, il en faut toujours deux. Il est impossible qu'une personne ne consiste qu'en le côté gauche. Imaginez ça. En effet, il faudrait une force de l'esprit colossale pour se contenter de ne manger qu'une seule cacahuète. C'est à peine si on y arriverait. Donc, il n'y a pas qu'une seule vibration, il n'y a pas ceci sans cela, il en faut plus. Et de la même façon, lorsqu'on applique ce principe à une plus grande échelle, il n'y a pas qu'un seul cosmos ou une seule explosion. Toute fin implique le commencement. On vient de m'écrire « Nous ne nous sommes pas quittés parce que nous ne nous sommes jamais rencontrés ». Alors, la raison de dire tout cela, c'est la réalisation que l'existence est éternelle. Le fait de sortir de l'existence implique le fait d'entrer dedans. Saint Thomas d'Aquin a des choses à dire à ce sujet quand il maintient qu'il n'aurait pas pu exister un temps où il n'y avait rien. Parce que si un temps où il n'y avait rien avait jamais été, il n'y aurait rien eu dans l'inexistence pour créer l'existence. Mais il ne voyait pas tout à fait l'idée. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'inexistence est bien productive dans le sens où on ne peut pas avoir l'inexistence sans l'existence. Les deux vont ensemble. Et tout cela revient enfin au débat sur le zèbre, s'il est blanc à rayures noires ou noir à rayures blanches. Et ce qu'on trouve enfin, c'est que le noir et le blanc, les ténèbres et la lumière, ne sont que deux phases différentes de la même chose. Et cette réalisation-là est exactement ce qui transforme l'anxiété en rire. Vous voyez, soudainement, qu'après toute cette anxiété, vous n'avez rien du tout à craindre. Comprenez, cependant, que ça ne veut pas dire que des expériences extrêmement douloureuses ne nous attendent pas à l'avenir, ou du moins des expériences que nous interpréterions d'habitude comme étant extrêmement douloureuses. Il se pourrait bien qu'un jour nous mourions tous de maladies horrifiques, de rayonnements nucléaires ou de choses inimaginables.
Hier, j'ai parlé très brièvement de la douleur et de la manière dont la douleur est interprétée. Si vous interprétez la douleur comme quelque chose qui vous détruit et qui vous conduit vers la mort totale, c'est bien très sérieux et absolument effrayant. J'ai récemment fait des recherches sur les personnes qui ont été soumises à la torture. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a dû subir ça, c'est toujours possible. Si oui, corrigez-moi si j'ai tort. Mais la pire partie de la torture, c'est le début, lorsque vous êtes toujours sous l'emprise de toutes vos illusions et de toutes vos peurs à propos du noir et du blanc, et que le noir finisse par gagner. Mais on dit qu'à mesure que la torture progresse, l'état d'esprit de la victime se transforme en une sorte d'abandon, ivre et masochiste, de sorte que la victime coopère avec la torture. Et si jamais le tortionnaire s'en aperçoit, il comprend que c'est fini et qu'il est donc obligé de tuer la victime. Et donc, autrement dit, il y a un point auquel la douleur devient juste une expérience sans que l'on superpose une interprétation négative dessus. Elle se convertit en extase. Elle devient, tout simplement, une manière de subir des sensations extraordinairement far out qui n'ont pas de signification. Si ces sensations ont bien une signification, celle de menace ou de mort ou de votre désintégration et destruction, c'est absolument affreux. Mais si, en revanche, elles sont complètement dépourvues de signification, pour le moment, veuillez vous transporter dans une autre dimension, parce que celle dont je parle est bien difficile. Allons dans une dimension plus simple. Prenons par exemple les sons. Si vous vous détendez un peu et écoutez tout ce qui se passe autour de vous, des avions, des voitures, des cornes de brume, des gens et toutes sortes de sons, vous pouvez trouver tout ça très intéressant, très beau. Mais si, tout comme John Cage, on vous plaçait dans une salle de concert dans l'attente d'écouter la musique, mais à travers une interprétation muette au piano, on vous forçait plutôt à écouter tous les sons autour de vous, vous seriez étonné, et vous auriez sans doute l'impression qu'on avait perpétré une sorte de canular d'avant-garde. Voyez-vous, ça dépend de votre état d'esprit, de la manière dont vous vous approchez de l'expérience. Il est bien possible d'écouter les sons que l'on considérerait comme désagréables, sans aucun préjugé. Vous pouvez écouter des sons musicaux dissonants et les trouver extrêmement intéressants, si vous savez écouter.